Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mardi 23 juin 2020 et tout de suite les principaux titres. Alain-Guillaume Bunyoni est le premier ministre du Burundi après près d'une vingtaine d'années. Le maréchal a été confirmé ce mardi par l'Assemblée nationale en même temps que Prosper Bazombanza comme vice-président de la République. Les institutions de l'État pourraient remplir leurs devoirs si le nouveau chef de l'État donnait un message clair appelant au respect des lois. C'est l'appel du secrétaire général de l'association SOS Torture Burundi suite aux différentes bavures policières qui s'observent ces derniers jours. Une personne tuée par un policier à Bubanza, une autre tuée par son mari à Gitega et 5 personnes arrêtées arbitrairement en une semaine selon un rapport de l'organisation SOS Torture Burundi. Dans un instant, le développement de ce journal. Page politique pour démarrer notre journal. Les deux chambres du Parlement ont approuvé ce mardi la proposition du chef de l'État de nommer Alain-Guillaume Bunyoni et Prosper Bazombanza, respectivement Premier ministre et vice-président de la République du Burundi. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a indiqué que ces autorités prêteront serment pour prendre fonction ce mercredi. L'élection des sénateurs et des conseillers communaux aura lieu le 20 juillet. 5 partis politiques, à savoir le CNDD-FDD, le CNL, l'UPRONA, Sangwe-Pader et APDR, ainsi que 2 indépendants ont été retenus. C'est ce qu'indique Dr Pierre Claver Kadzihissé, président de la Commission électorale nationale indépendante. Selon lui, les candidats dont les listes ont été rejetées peuvent déposer leur plainte devant la Cour constitutionnelle. 5 partis politiques ont présenté des candidats, des listes de candidats. Il s'agit du CNDD-FDD qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, du CNL qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, de l'UPRONA qui a présenté des candidats dans 8 provinces, du parti Sangwe-Pader qui a présenté des candidats dans une province et du parti APDR qui a présenté des candidats dans une province. Il y a ensuite 2 indépendants. Un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription de Burundi et un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription de Bujumbura. Après analyse des candidatures, nous avons trouvé que pratiquement tous les candidats sont recevables, étaient recevables, sauf un indépendant qui s'est présenté, n'est-ce pas, en mairie de Bujumbura, mais le dossier n'était visiblement pas complet. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un cas pareil, il y a une possibilité de faire recours au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ce que l'intéressé a déjà fait et certainement que la Cour va rendre, n'est-ce pas, la décision appropriée. Je voudrais également rappeler ici que lors des élections des sénateurs, ce sont uniquement les conseillers communaux qui participent à l'élection. Et tous les conseillers communaux sont déjà connus au niveau des communes. Dans tout le pays, nous avons le nombre de 3453 conseillers communaux. Et bien sûr, l'élection se passe au niveau de la province, de chaque province. Et les conseillers communaux vont se réunir au niveau de la province et procéder à l'élection de 2 sénateurs qui vont représenter la province au niveau, n'est-ce pas, au niveau national. La campagne électorale. La période sera précisée par le décret présidentiel qui sera publié dans les jours à venir. Mais nous voudrions déjà demander, n'est-ce pas, notamment aux partis politiques et à l'indépendant, qui sont déjà mis à concourir dans l'élection sénatoriale, à nous proposer des mandataires pour qu'ils puissent suivre, n'est-ce pas, le déroulement de cette élection sénatoriale. Nous invitons également les associations, ainsi que les confessions religieuses qui voudraient également participer à l'observation de l'élection sénatoriale, à se faire connaître.
Page droit de l'homme à présent, il suffit d'un message ferme du nouveau président pour que les différentes institutions fonctionnent correctement. C'est le cri de Maître Armel Niongere, secrétaire général de l'association SOS Torture Burundi. Il le dit à la suite des multiples bavures policières meurtrières des 2 dernières semaines et du silence de la justice sur des crimes aussi ignobles. Franck Kadze. C'est le Forum pour le renforcement de la société civile qui révèle l'un des faits les plus récents. Selon le Force, 2 adolescentes de 14 et 15 ans ont été victimes de viols de 2 commerçants en province Cibitoke vendredi dernier. Mais la même organisation rapporte que les coupables ont corrompu la police pour ne pas être inquiétés. Le lendemain, toujours au chef-lieu de la province Cibitoke, un policier en patrouille a tiré sur un homme qui s'avérera être un militaire et le tue. La victime tentait de s'interposer entre les policiers et un homme qu'il maltraitait. Le même jour, c'est un autre policier, cette fois-ci à Bururi, qui blesse un jeune homme par balle. Ce dernier, un Imbonerakure, succombe à ses blessures le lendemain. Ces faits s'ajoutent au meurtre d'un homme par un policier, juste parce qu'il écoutait une musique qui ne plaisait pas à l'homme en uniforme, encore en province Cibitoke une semaine auparavant. Pour Maître Armel Niongere, secrétaire général de SOS Torture Burundi, la répétition de ces crimes découle de l'impunité qui s'est généralisée. Selon lui, le retour du respect de la loi ne dépend que du nouveau président de la République. Nous demandons aussi au nouveau président burundais qui vient d'être élu et qui a dernièrement prêté serment et de donner un message fort à toutes les institutions du Burundi pour que ces dernières puissent respecter la loi. Et donc, cela pourrait donner le pouvoir à la magistrature, le pouvoir à la police pour que ces institutions puissent retourner à leur père afin qu'ils puissent leur demander de respecter la loi. L'appel de l'organisation SOS Torture Burundi intervient au moment où de nouvelles institutions sont en train d'être mises en place. Entendront-elles ce cri? L'espoir fait vivre, dit-on. 2 personnes tuées, dont un homme par la police en province Bubanza et une femme poignardée par son mari en province Gitega. Cela ressort du rapport de l'organisation SOS Torture Burundi, publié ce 20 juin. Ce rapport couvre la période du 13 au 20 juin et évoque également 5 cas d'arrestation arbitraire et illégale à l'endroit des militants du parti CNL. Peut-on espérer que les réfugiés rentrent aujourd'hui au Burundi en toute quiétude? C'est une question que plus d'un se pose après la prise du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. Pour les leaders de la société civile burundaise, il n'y a rien qui rassure les réfugiés. Ils avaient fui la terreur de la milice Imbonerakure, qui sont toujours actifs, et un système du CNDD-FDD qui les entretient. Maître Dieudonné Bachira Ishidze. Au regard des causes de l'exil, je pense qu'il est encore trop tôt, surtout que même dans son discours, il continue à fustiger les Burundais qui, en 2015, ont défendu la légalité constitutionnelle. Maintenant qu'avec la Constitution de 2018, cet accord a été balayé, les Burundais ne savent plus finalement ce qui a remplacé cet accord. Si ça doit être évalué, si ça doit être renégocié, tout ceci ne doit pas rester en suspens pour longtemps. Deuxièmement, vous savez que il y a eu fermeture, verrouillage de l'espace démocratique. Aujourd'hui, les Burundais n'ont plus le droit de désigner eux-mêmes des dirigeants. Et les élections ne sont qu'une sorte de mise en scène. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement. Des organisations de la société civile ont été bannies au Burundi, les médias indépendants ont été détruits. Bref, toute voix discordante est toujours considérée comme un ennemi à abattre. Vous savez que la milice quadrille tout le pays et c'est cette milice qui a jeté sur la route d'exil plus de 400 000 personnes. Et il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis en 2015. Donc il y a toutes les conséquences de la gestion catastrophique, de la répression sanglante qui s'est abattue sur le Burundi, qui doit être gérée autour d'une table de négociation. Je pense donc qu'actuellement, il est encore trop tôt. Certes, le fait qu'il y ait eu changement à la tête du pays, c'est une étape, mais une toute petite étape, parce qu'il y a
c'est un changement de palais. C'est une personne qui a été dans le sérail de ce système, qui a œuvré aux différents degrés dans le système répressif du CNDD-FDD. Il faudra qu'il fasse des efforts supplémentaires et qu'il fasse des signaux qui rassurent pour que finalement il accepte un dialogue susceptible de garantir et de rassurer les Burundais qui sont éparpillés dans le monde afin qu'ils regagnent le bercail. Page économie pour continuer notre journal. La stabilité politique dans le pays, de bonnes relations diplomatiques avec d'autres pays poussent les gens à venir y investir. C'est l'avis de Faustin Ndikumana, expert économiste indépendant. Faustin Ndikumana indique que les investisseurs regardent aussi le pouvoir d'achat de la population dans ce pays. Normalement, pour renforcer l'environnement des affaires, il faut s'appuyer sur certains leviers pour renforcer cet environnement. D'abord, il faut une stabilité politique effective qui doit être une base de renforcement de la paix pour éloigner toute menace allant de nature à perturber la paix. Parce qu'aucun investisseur ne peut avoir le désir d'aller investir dans un pays avec une instabilité politique. Deux, il faut des relations diplomatiques, nouer des relations diplomatiques avec plusieurs pays parce qu'il y a ce qu'on appelle la diplomatie au service du secteur privé de l'investissement. Normalement, les relations diplomatiques entre les pays permettent le mouvement entre opérateurs économiques des pays. Vous savez qu'il y a des fois des chambres de commerce des pays qui signent des accords à partir des visites officielles de certains hommes d'État dans certains pays. Il faut aussi une justice arbitre, neutre qui protège les investisseurs, notamment la protection de la propriété privée. 4, il faut un niveau d'infrastructure de qualité, les routes, l'électricité. Il faut aussi un accès au crédit facile. Est-ce qu'au Burundi, les banques vraiment donnent des crédits facilement? Le taux d'intérêt. La politique fiscale qui doit permettre aux investisseurs de travailler dans la sécurité fiscale. La politique de change, d'accès aux devises pour leur permettre, par exemple, de rapatrier leurs profits, leurs dividendes. 6, il faut combattre la corruption, les tracasseries administratives qui gênent les opérateurs, les investisseurs, notamment dans l'obtention des documents. Il faut aussi le renforcement du pouvoir d'achat de la population parce que il est tout à fait naturel qu'aucun investisseur ne peut désirer aller investir dans un pays où la population est très pauvre. C'est-à-dire que le gouvernement aussi a le devoir de faire des actions de nature à relever la capacité de pouvoir d'achat de la population pour qu'un investisseur potentiel puisse avoir une clientèle à marché pour écouler ses produits. Le gouvernement burundais s'explique sur la décision des États-Unis de suspendre l'octroi des visas aux Burundais. Selon Ezekiel Nibigira, ministre des Affaires étrangères, tout est parti du fait que les autorités burundaises ont refusé d'accueillir sur leur sol des personnes refoulées des États-Unis, prétendant que ce sont des Burundais, alors que ce n'est pas le cas. Mais le ministre rassure sur les relations entre les deux parties. Le Burundi, pour faciliter les États-Unis d'Amérique à mettre en œuvre cette politique, nous avons tout fait pour travailler en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici au Burundi et notre ambassade aux États-Unis d'Amérique a travaillé avec la partie américaine pour effectivement leur faciliter dans cette tâche. Le problème est survenu quand le Burundi a identifié qu'il y a des personnes dans cette liste qui n'étaient pas effectivement des Burundais. Nous avons mené un dialogue avec la partie
des États-Unis d'Amérique, mais malheureusement, comme vous l'avez vu, on s'est hâté à prendre une telle décision. En ce qui nous concerne, nous voudrions réitérer l'engagement du Burundi de continuer à collaborer avec la partie des États-Unis d'Amérique pour trouver une issue heureuse à ce problème. Nous ne pouvons pas commettre l'erreur de recevoir des personnes déportées qui ne sont pas de nationalité burundaise. Il faut que la partie des États-Unis d'Amérique puisse comprendre cela. Le ministre Ézéchiel Nibigira s'exprimait ce lundi lors d'un point de presse. Et pour clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 246 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Cette année, ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Mozenzi et Gida Delimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et aussi sur notre chaîne YouTube. Au revoir.